Premier grand débat de cet après-midi, en vous rappelant, comme le disait Clément, que vous pouvez nous retrouver effectivement sur le site, les live sessions de Nuance Numérique, c'est évidemment gratuit, sans inscription, vous nous rejoignez quand vous le souhaitez, et pour vous raccorder à la séquence que vous avez envie de suivre pendant ces 4 jours. Vision et stratégie, c'est le deuxième thème donc on va traiter dans ces live sessions. Que l'on soit une start-up, qu'on soit une entreprise de services numériques qui est plus que centenaire, qu'on soit une entreprise traditionnelle, comme c'est le cas dans le secteur des assurances. Comment le numérique impacte-t-il votre stratégie? Comment peut-il vous permettre d'être résilient quand survient l'imprévisible, comme c'est le cas d'ailleurs en ce moment? Nos 3 invités ont quelques éléments, c'est le moins qu'on puisse dire, à nous livrer. Catherine Lardy. Bonjour Catherine. Bonjour à tous. Vous êtes directrice innovation du groupe IMA, qui est un leader de l'assistance dans le monde, un acteur de référence dans les domaines de la mobilité, de l'habitation, du médical ou de l'assistance aux personnes, un groupe né de la volonté de Mutuelle il y a 40 ans de mutualiser leurs ressources. En duplex avec nous, Philippe Sageot. Bonjour Philippe Sageot. Bonjour à tous. Vous êtes le vice-président d'IBM France en charge du programme métropolitain et des questions de villes intelligentes, les fameuses Smart Cities. Merci d'être avec nous également. Merci. Et Julien Charles. Bonjour Julien. Bonjour. Au plateau ici, Bonjour, fondateur de Seven Shapes, une start-up née il y a 3 ans à Angoulême et qui accompagne les entreprises industrielles dans leur formation au Lean Management à travers une solution 100% en ligne, la Seven Shapes School, qui est basée sur une simulation d'entreprise. Le Lean Management, on va commencer par ça Julien, parce qu'il faut quand même qu'on le détermine et qu'on le définisse. Ça se traduit littéralement par une organisation maigre. Oui, c'est ça. Alors, c'est plutôt une démarche d'amélioration continue. Oui, c'est ça. Moi, j'aime bien dire une organisation avec le juste nécessaire. Donc, c'est un ensemble d'outils et de méthodes qui permettent d'améliorer sa sécurité, sa qualité, ses coûts, ses délais, en travaillant sur les gaspillages de l'entreprise. Et donc, c'est une philosophie qui nous vient du Japon, qui a été ensuite théorisée par les Occidentaux et mis en place de plus en plus dans les grandes entreprises et de plus en plus dans les services, les petites entreprises, les sociétés de conseil. Ça a commencé dans l'industrie. Ça a commencé dans le manufacturing, dans l'automobile plus précisément. Et ensuite, c'est venu se mettre en place dans tous les secteurs d'activité, agroalimentaire, pharmaceutique, etc. Et puis aujourd'hui, on le retrouve dans les startups plutôt sous le format agile, qu'on appelle l'agile, où on essaye d'accélérer, de maîtriser son flux de travail, son flux de production, du coup, qui est du coup informatif plutôt que physique, ou dans l'industrie, c'est plutôt du physique. On en parlera parce que le management, ça peut avoir un vrai rôle aussi dans la future stratégie des entreprises et vous en parlerez puisque évidemment vous avez beaucoup travaillé pendant ce confinement. Philippe Sageot, on peut pas nier que le numérique nous aura quand même bien rendu service pendant ce confinement, non? Absolument, absolument. Alors peut-être si vous permettez, parce que vous avez indiqué que nous avions plus de 100 ans, donc partir 109 peut-être exactement, 109. Voilà, 109 ans finalement pour IBM. Donc peut-être partir de cette pirouette sur comment on peut être à la fois une boîte d'innovation et en même temps une entreprise ancienne. Et en fait, effectivement, aujourd'hui, on est leader du quantique et des technologies autour du cloud, de l'intelligence artificielle. Et en fait, on n'a jamais cessé de se remettre en cause. Je pense qu'un des éléments de la résilience, on en parlera tout à l'heure pour d'autres sujets, c'est effectivement l'anticipation, cette capacité à pouvoir anticiper, prévoir et revenir très vite à l'état d'équilibre, mais c'est aussi l'anticipation. Dès les années 60, on avait lancé l'ordinateur, dans les années 80, le PC. On était le leader avec ceux qui connaissaient ces choses-là. C'était Charlot qui en parlait. Julien n'était pas né, donc il n'a pas connu. Oui, non, je sais, j'insiste pas trop là-dessus parce qu'après je vais pas me rajeunir. L'informatique à la demande dans les années 2000 et plus récemment l'intelligence artificielle avec Watson et Smart City et très récemment avec notre achat de Red Hat sur tout ce qui est le cloud hybride et finalement les architectures multiples. Et la leçon de tout ça, c'est que finalement, c'est l'anticipation et le fait d'avoir créé les nouvelles générations numériques qui nous a permis finalement de nous réinventer en permanence, d'éviter des pièges, puisqu'on a vu plein de concurrents, des digital, des compacts et bien d'autres, qui ont disparu, qui pourtant à une époque étaient extrêmement puissants, et donc ils n'ont pas su développer les éléments de résilience pour rester. Un des éléments clés d'IBM sur lequel on n'a jamais rogné, c'est 6 à 7 milliards d'investissements en recherche et développement chaque année, qui nous permet justement d'aller en avant et d'identifier peut-être le prochain combat. Voilà, c'est qu'une recette parmi tant d'autres, mais en tout cas, sur 109 ans, ça a prouvé son efficacité. Bon, ça c'était la présentation IBM, la page publicité IBM. Sur ma question du numérique, effectivement, pendant le confinement,
Le président Macron avait parlé à un moment donné de guerre. On s'en est finalement plutôt pas mal sorti grâce au numérique, non? Effectivement, je pense qu'il y a cette dualité où d'un côté, et je crois que c'est effectivement le mot de guerre qu'il a utilisé, et puis en même temps, on peut se dire que l'ensemble des réseaux, l'électricité, la gestion des déchets, mais aussi l'alimentation, mais aussi les banques, mais aussi les assurances, ont poursuivi leur vie, pas toujours facilement, mais en tout cas l'ont fait, souvent avec l'aide finalement du travail à distance. Et on peut se dire que si le numérique n'avait pas existé, cette partie-là n'aurait pas pu se faire. Alors, on reviendra probablement plus tard sur, du coup, la nécessité d'accélérer la transition numérique pour les entreprises, mais aussi quand on regarde nos enfants, les jeunes et les moins jeunes, on a vu aussi qu'il y a eu une nécessité de créer du lien, de se mettre en relation, parfois de se mettre en vedette. On a vu plein de choses extrêmement originales arriver. Et ça s'est fait aussi grâce aux réseaux sociaux, grâce à tous les moyens. On utilise... J'ai pas pu me joindre à vous aujourd'hui pour des problèmes ce matin de rendez-vous. Et du coup, je me joins à vous par aussi un outil numérique. Et donc, tous ces outils, effectivement, ont permis que la société ne s'arrête pas, à la fois dans le travail, mais aussi dans le lien social et dans le ludique. Donc, je pense qu'à ce stade-là, on ne peut que reconnaître que le numérique a permis de faire ça. Après, on pourra regarder le risque qui peut être induit par d'autres éléments, mais en tout cas, là, c'est clair. Si le numérique n'avait pas été là, on n'aurait pas pu faire tout ça. Bon, en même temps, Catherine Hardy, le numérique, ce ne sont que des outils. C'est la façon dont on s'en sert et on s'y adapte qui est important. Oui, tout à fait. C'est des outils. Alors, je dirais que pour faire une toute petite page de pub sur Iman, où on peut être le parfait lien entre mes deux voisins, parce que déjà, on a 40 ans, on est un petit peu plus jeune et un petit peu plus vieux. Et puis, notre métier, c'est l'urgence, depuis toujours. Notre métier, c'est des hommes et des femmes qui répondent au téléphone, donc qui répondent grâce à une infrastructure technique, grâce à un outil, mais qui répondent avec leur empathie, avec leur qualité humaine, avec leur capacité à rassurer. Donc ces outils, ils sont nécessaires, ils sont, je dirais même vitaux dans certains moments, et nous, l'urgence, ça peut être vital, on peut intervenir de façon directe, une voiture qui déclenche un appel d'assistance et on peut sauver des vies. Mais ces outils ne doivent pas faire oublier que la résilience, elle est avant tout portée par les hommes et les femmes d'une société, d'une structure, d'une entreprise qui vont faire vivre et qui vont s'engager à fond dans ces moments de crise pour traverser ça avec les meilleurs outils du monde. Les outils ne sont que ce que les hommes en font. Exactement. C'est ça. Julien, avant de créer Seven Chefs, vous avez réalisé des dizaines de missions Lean dans les grands groupes, des ETI, des PME en France et en Europe. Et pour former vos clients au grand principe du Lean à l'époque, il ne faut quand même pas oublier que vous étiez avec une mallette que vous transportiez, dans laquelle vous aviez votre jeu. Et vous êtes dit que si c'était en version digitale, finalement, ce serait plus pratique. Ouais. En quoi, finalement, la crise actuelle a confirmé que votre modèle était le bon ? En fait, le problème des jeux, des formations en présentiel, alors déjà il y a l'aspect sanitaire, on touche des pièces, on touche des éléments en fait, donc déjà en termes de transmission de maladies, c'est pas le top quoi. Et donc et on a aussi une limite en termes de nombre de personnes qu'on peut former en même temps. Donc on a des limites logistiques en fait, donc il faut amener les personnes dans un lieu, l'organiser, trouver le bon lieu, le bon endroit, etc. Donc c'était assez compliqué, ce qui faisait un frein en fait au nombre de personnes qu'on pouvait former. Finalement, le digital amène. Alors nous, j'ai fondé un peu avant le Covid, mais finalement, les entreprises se sont dit, non, en fait, si on veut continuer à former, le digital est une super solution. Et finalement, en utilisant des outils plus modernes de simulation, on retrouve l'idée du jeu de plateau dans une simulation. Donc, on continue à expérimenter, même si on est à distance. Et puis finalement, ça a permis d'accélérer. On peut former plus de monde sans avoir ces contraintes logistiques derrière. Et on peut quand même, à un moment donné, compléter la formation par un peu de présentiel, mais plutôt sur le terrain directement, plutôt que dans une salle de classe, quoi. Là, vous avez vraiment vu que les entreprises ont mis à profit ce temps-là pour former leurs collaborateurs. Ouais. C'est-à-dire que vous avez accéléré des prises de contact, quoi. Nous, ça a été assez fou, parce qu'en fait, mars, avril, mai, on a eu 500% de croissance. 500%? Ouais, on a vraiment, en fait, quasiment fait notre chiffre d'affaires. Alors voilà, bon, je le dis. Mais ça a vraiment très accéléré. Après, il y a eu une petite chute au mois de juin, juillet, en gros, mais vraiment, les 3 mois, on a vu un gros afflux sur le site web, beaucoup de gens qui testaient la démo, beaucoup de clients qui ne savaient pas trop ont enclenché, les écoles qui se disaient moi il faut que je continue mes cours, comment je fais, et nous on peut ouvrir notre solution en 24 heures, on a une école virtuelle qui se crée en fait, et donc ça a permis d'ouvrir beaucoup d'écoles et de prendre une décision en fait, en étant sous la contrainte, elles ont pris une décision tout de suite de tester, ils se sont dit on va voir après jusqu'au mois de septembre, et puis maintenant on voit que ça continue en fait. Ouais. Vous avez formé combien de collaborateurs là, dans les entreprises en 3 mois ?
Là, en 3 mois, on a formé plus de 100, 150 là, très, très rapidement, en comptant tous les étudiants aussi en plus. Et puis là, on est sur une tendance sur l'année prochaine, sur 300-400 quoi, à peu près par an. Qu'est-ce qui motivait les entreprises là, à se former sur le Lean justement à ce moment-là? Il y avait une prise de conscience qui les amenait là-dessus? Alors déjà, dans les entreprises, souvent les grands groupes ont déjà des démarches d'amélioration continue avec des experts, avec des chantiers en cours, déjà des process de formation en cours. Ce qui les a poussés aussi, c'est que du coup, la méthode d'amélioration continue, Lean, c'est sur les gaspillages. Donc ça permet de retrouver aussi, in fine, un peu de fond de roulement, un peu réduire ses coûts. Donc ils se sont dit, voilà, si on doit y rentrer, c'est maintenant, vu qu'on va être challengé sur nos coûts jusqu'à la fin de l'année, voire les années d'après. Et donc les gens étaient disponibles chez eux, avec du temps pour se former. De plus, on peut passer 100% de cette formation sur un budget de formation. Donc avec le FNE, le CPF, tout ça, nous, ça a été un accélérateur énorme en fait pour nous. Bon, Catherine Lardy, vous en plein Covid, vous étiez en train d'élaborer chez IMA votre projet stratégique. Exactement. Vous avez tout arrêté ou vous avez continué? Alors on n'a pas tout arrêté, néanmoins on s'est donné le temps de la réflexion. Ouais. C'est important, les crises qu'on peut traverser, elles ont souvent un effet de loupe à la fois sur les choses positives des entreprises et puis sur les axes d'amélioration. Et c'est urgent, et nous on le sait parce que notre métier c'est l'urgence, de ne pas se précipiter et de ne pas agir de façon affective en plus, je dirais, parce que dans cette crise il y a eu beaucoup de sujets d'affect, en particulier autour de l'accompagnement des personnes. Nous on accompagne les gens, comme vous l'avez dit, sur leur mobilité, sur leur santé, sur leur habitation. Donc en fait, on a fait un choix, notre direction générale a fait un choix de prolonger d'1 an le plan stratégique actuel, parce que la vision qui est déjà posée, elle n'est pas challengée et transformée du jour au lendemain par le Covid. Mais néanmoins, on s'est dit, on va prolonger d'1 an et on va se donner 1 an de plus de travail et de réflexion. À l'aune de la crise. À l'aune de la crise, pour mesurer les impacts, mais pas les mesurer à court terme. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a des choses qui vont rester dans les effets Covid, et puis il y a des choses qui resteront peut-être moins. C'est quoi les sujets émergents pour vous qui ont émergé pendant ces 3 mois? Le sujet, je crois que vous en avez abondamment parlé ce matin, il y a le sujet du télétravail. Moi, je pense que le téléconfinement, c'est pas tout à fait le télétravail. C'est ce que nous a dit ce matin, effectivement, Evelyne Leroux-Barrès. Donc voilà, donc ça c'est un sujet. C'est aussi un sujet, de toute façon, qu'il faut travailler avec nos partenaires sociaux. C'est un sujet d'engagement de l'entreprise. Mais pour vos clients? Voilà. Pour nos clients, nous, on s'est beaucoup posé aussi la question de l'accompagnement autour de la santé en particulier. On a vu que même, il y a eu beaucoup de sujets polémiques. Les professions médicales ont beaucoup communiqué. Alors tout le monde était spécialiste de la santé et du médical sur les plateaux télé, mais en tous les cas, il y a une remise en question de nos bénéficiaires sur où est-ce que je peux trouver la bonne information, qui peut bien m'accompagner, comment mes mutuelles santé elles m'accompagnent, à quoi j'ai droit. Et nous, ce rôle-là qu'ont nos chargés d'assistance tous les jours, d'expliquer aux gens ce à quoi ils ont droit, ce qu'ils peuvent attendre, avoir une fonction de conseil. On pense que ça va devenir encore plus fort et encore plus important, parce qu'on pense que, hélas, on va être confronté à de nombreuses crises, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient écologiques, qu'elles soient cyber, qu'elles soient politiques. Là, vous avez vu que les clients, quand il s'agit de santé, ils ne savent pas où aller. Ils ne savent pas où aller. Ouais. Ils ne savent pas où s'adresser. Et alors, évidemment, le premier geste naturel, c'est de s'adresser à son médecin généraliste. Bien sûr. Ça fonctionne bien. Mais après, voilà, il y a des questions de disponibilité. On a vu, il y a eu un boom aussi, quand on parle d'outils numériques, il y a eu le boom de la téléconsultation. Est-ce que ça, c'est un boom temporel ou ça va être un boom définitif? On voit déjà que ça commence à s'effriter un petit peu, les taux de connexion à la téléconsultation. Est-ce que ça va vraiment démarrer? C'était quelque chose qui ne démarrait pas en France. Il y a eu un accélérateur, mais est-ce que c'est un accélérateur qui est finalement conjoncturel ou c'est vraiment structurel? Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas vraiment fonder votre stratégie dessus. Il faut quand même ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse notre stratégie avec un temps un tout petit peu plus long que le temps immédiat post-Covid. Et ça, c'est le choix qu'on a fait. En disant, voilà, il va y avoir des impacts court terme et il y aura des impacts moyen et long terme et on les intègre à notre stratégie. Philippe Sageot? Oui, je pense que vous avez tout à fait raison sur le fait que ce fait-là a créé en fait des questions. Et on a vu émerger néanmoins des lignes de force qui se précisent. Donc effectivement, le point majeur, c'est la santé. Et on voit la prise en compte de la santé dans l'entreprise, parfois plus que ce que recommande le gouvernement, et ça va rester, en tout cas pour les mois qui viennent, un point fort. Il y a la résilience financière, parce que l'entreprise doit passer le cap
Et une fois qu'elle a passé le cap, il faut aussi qu'elle puisse, avec sa trésorerie, continuer à réinvestir. Mais si je reviens au sujet sur le numérique, finalement, on a vu émerger trois grands domaines au-delà des outils immédiats pour le télétravail, parce que nous, on a vu des clients qui renvoyaient des gens le lundi chez eux pour aller débrancher des PC fixes pour les emmener à la maison parce qu'ils n'avaient pas les portables pour pouvoir se connecter à distance. Mais une fois qu'on a passé ça, il y a 3 sujets majeurs qui ont vraiment émergé et sur lesquels on voit apparaître aujourd'hui des projets d'investissement de nos clients. Le premier, c'est bien sûr sur la relation client. On a vu exploser les plateformes en ligne. Vous avez vu que Amazon a embauché 175 000 personnes pendant la période du Covid pour faire face à cette accélération phénoménale. Et les gens achètent beaucoup plus volontiers. Et donc, il faut que toutes les entreprises soient capables d'avoir des canaux hybrides, finalement, de commercialisation et un canal numérique aussi facile qu'un canal physique ou qu'un canal mixte avec des magasins. Deuxième sujet, c'est la supply chain. Avec le stop de la Chine, de nombreuses entreprises n'ont plus pu approvisionner ou des matières premières ou des parties de leur chaîne de valeur. Et ils ont tous compris qu'il fallait, qu'ils fiabilisent leur supply chain et surtout qu'elle soit agile pour pouvoir donner des alternatives en permanence quand des zones particulières sont exposées. Plus en intégrant des producteurs locaux. En intégrant des producteurs locaux. Plus le producteur local, qui est effectivement un phénomène qu'on a vu absolument apparaître et qui est une vraie demande de chacun d'entre nous. Et enfin, l'aspect sécurité. Parce qu'à partir du moment où je suis à distance, à partir du moment où mon processus devient agile et peut être alternatif, il faut que la cybersécurité soit vraiment empaquetée dès le début et pensée dès le début par rapport à tous ces sujets. Je ne citerai pas une grande entreprise française, mais qui n'a pas pu, qui travaille pour la défense et qui n'a pas pu mettre ses gens en télétravail parce qu'ils craignaient que les données puissent être hackées lorsque les gens étaient chez eux. Et ils ont préféré minimiser les gens en télétravail par rapport à l'exposition des données vis-à-vis de l'État qu'ils auraient pu avoir. Donc voilà, c'est des sujets que les entreprises travaillent maintenant en se disant, celle-là on s'en sortira, mais il y en aura sûrement une autre, comme disait madame, et il faut qu'on anticipe ça. Julien, là, sur la supply chain notamment, c'est un vrai sujet. Oui, on le voit. En plus, il y a pas mal de méthodologies qui apparaissent sur la supply chain dans des mondes. Alors, on parle de mondes VICA, donc volatile, incertain, complexe et ambigu. Et ça, c'est ce qu'on voit en fait. Donc, c'est les 4 lettres qui font que du coup, les supply chains doivent se reconfigurer très vite. Donc, il y a des méthodologies nouvelles qui arrivent. Et surtout, il faut que ça a montré des faiblesses, alors soit en termes vraiment de logistique stratégique pure, mais des faiblesses aussi dans l'outil informatique, comment il était utilisé. Moi, je vois pas mal d'entreprises. Alors, dans les grands groupes, pas trop, on le voit pas trop, mais parce que ces grands groupes travaillent aussi avec des fournisseurs qui eux-mêmes travaillent avec des fournisseurs qui sont souvent des petites entreprises ou des PME ou des ETI. Et l'outil numérique de gestion n'est pas forcément hyper bien soit paramétré, soit maintenu. Et effectivement, cette question de cybersécurité, nous-mêmes, on se la pose aussi parce que on n'a pas de données sensibles, mais on a le produit qui est sensible. Oui, bien sûr. Et donc, on peut se faire potentiellement piquer le produit ou avoir des fuites, quoi. C'est une question chez vous, groupe IMA, ou pas ? Oui, c'est une question, mais je crois que ça ne peut être qu'une question. Oui, bien sûr. Ce que je trouvais intéressant aussi, c'était le sujet de l'alternative. Oui. Quand on parle vision et stratégie, souvent, là, on a été confronté à des questions vraiment d'alternatives. C'est-à-dire que nous, on a une chaîne logistique, parce qu'en fait, pour dépanner quelqu'un, il faut envoyer un prestataire. Donc il y a la capacité de ce prestataire à être lui-même disponible, à être lui-même pas confiné, à être voilà. Donc on a dû pour un certain nombre de sujets trouver des alternatives. Et ça c'est important quand on pense un peu la vision des choses et la stratégie, à avoir la capacité. Et c'est pas simple dans un moment complexe de pouvoir faire un pas de côté sur son modèle traditionnel et sur son activité, d'autant plus. Je ne fais pas de publicité, mais l'assistance, c'est un modèle maîtrisé. C'est un modèle où, quand on sauve la vie des gens, on a une excellence opérationnelle qui est extrêmement naturelle et extrêmement dans notre ADN. Donc, faire ce pas de côté stratégique en disant, bon, là, je ne peux pas faire tout à fait le métier comme je le fais normalement, pour des raisons qui sont, pour la plupart, plutôt exogènes. Comment je fais ? Et comment je peux avoir des alternatives, des modèles de substitution qui m'aident soit à continuer mon activité à court terme, et comment celles-ci, je les pense dans ma réflexion stratégique à plutôt moyen et long terme, en disant, et demain, si ça recommence, comment je me prépare ? Vous l'avez dit très justement. Ce que vous nous dites quand même, c'est que les crises sont révélateurs de solutions.
Oui, mais tout à fait. Mais moi, je pense que ça de tout temps et depuis l'histoire, c'est révélateur de solutions parce que de toute façon, à un moment, on est empêtré dans un problème et on doit se dépêtrer. Si vous permettez, d'accélérer la transformation aussi, puisque du coup, c'est un catalyseur. Oui. Ça permet de passer à un niveau. Ça permet de passer un cap supérieur. Tiens, il y a une question, Julien, pour vous. Comment on gère 500% de croissance? Comment on les transforme durablement? Ça, je sais pas trop. Mais en fait, alors, on a eu un pic, là, c'est en train de se restabiliser, même si on est quand même sur une lancée de croissance. Je sais pas trop. En fait, là, on est plutôt en train de voir en interne d'essayer de s'organiser comme il faut, parce que finalement, cette croissance, ça amène aussi beaucoup de support. Il faut répondre aux clients, parce qu'on reste sur un marché plutôt B2B, donc plutôt avec des professionnels. On a quand même un peu de formation avec plein de monde qui viennent se former, qui veulent tous se former. On essaye de bien organiser. Ce qui est intéressant avec le digital, c'est qu'on peut automatiser beaucoup de choses aussi. Donc, on peut automatiser plein de choses pour garder beaucoup de temps. Donc, on automatise, on essaie d'éliminer tous ces gaspillages. On essaie d'automatiser tout ce qui est automatisable. Et 3, pour garder du temps avec les gens, en fait, vraiment pour qu'on échange avec eux. Moi, je passe beaucoup de temps avec tous les apprenants. Alors, on est en mode start-up, donc il faut y passer du temps pour bien comprendre. Vous avez combien de salariés, on l'a pas dit? Alors, on est une douzaine là. Une douzaine, d'accord. Ouais. L'entreprise visionnaire est-elle celle qui pourra anticiper ou gérer le monde VICA dont vous parliez tout à l'heure, mais comment intégrer cette compétence? Vous nous rappelez VICA donc? Alors c'est volatile, incertain, complexe et ambigu. D'accord. Ouais. Donc alors en fait, je pense que pour anticiper le monde VICA, alors il y a peut-être aussi une tendance. Alors on parle de low-tech. Et je pense qu'il y a aussi une tendance qui fait qu'on a énormément de produits ou énormément de variantes pour un même produit, ce qui complexifie énormément les chaînes logistiques. Par exemple, une voiture thermique, c'est 30 000 pièces à peu près. Une voiture électrique, c'est 3 000 pièces. Donc déjà, ça rend la chaîne moins complexe. Pas forcément moins compliquée, mais moins complexe. Ce qui fait que naturellement, on peut aussi aller vers des produits plus simples, et on peut du coup avoir un monde un peu moins VICA, moins le subir. Après, c'est quand même très compliqué. On voit qu'un tweet d'un président peut faire exploser le monde. C'est quand même très difficile à anticiper. Dans tous les cas, il y a des protections qui peuvent se faire sur les supply chains et des protections qui peuvent se faire sur le digital aussi derrière, quoi. Donc, comment l'anticiper? C'est quand même plutôt comme une start-up, c'est-à-dire qu'on a une vision et puis on avance quand même au mois quasiment pour voir ce que ça donne. Alors même si une plus grosse entreprise peut se projeter, c'est quand même compliqué de bien se projeter, d'être sûr de ce qui se passe, de ce qui va se passer. Mais en tout cas, décomplexifier, avoir des produits très simples ou des solutions très simples qui se maintiennent très vite, enfin très rapidement, je pense que c'est certainement quelque chose qui permettra d'anticiper un monde très efficace. Oui, Catherine. Et peut-être la notion d'écosystème aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'écosystème et c'est vrai que des entreprises comme nous, on peut à la fois travailler avec des gens comme IBM, on peut travailler avec des gens comme toi. Et en fait, cette capacité aussi à s'appuyer, à s'adosser sur des partenaires dans un mode différent, et je pense que ces notions qui sont vraiment les notions du 21e siècle d'écosystème, où on est dans une sorte de coopétition, c'est-à-dire que voilà, on se dit on est partenaires, on est parfois concurrents, mais il y a certains sujets, c'est ensemble qu'on va les traverser, qu'on va gagner. Nous, on peut avoir ce sujet aujourd'hui sur les assistants numériques versus nous, ce qu'on fait, qui est avant tout de l'assistance humaine portée par des hommes et des femmes dont la voix compte et dont la voix est un de nos atouts les plus magnifiques et les plus importants. Je pense que cette capacité de s'entourer de partenaires aussi qui vont nous protéger, qui vont un peu nous aider sur l'ambiguïté, sur la volatilité, parce qu'ils vont nous rassurer sur certains pans. On n'ira pas chercher chez IBM la même chose que chez toi, mais on ira chercher à chaque fois chez des partenaires différents, des choses importantes. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui a changé, cette capacité d'être plus écosystémique et de partager les choses et donc de partager les risques, les angoisses dans ces moments difficiles, les difficultés qu'on traverse. Philippe Sageot, on était très quand même GAFAM dépendant avant la crise. On va l'être encore plus parce qu'ils nous ont été bien utiles pendant ce confinement, non? Alors, on va l'être encore plus, mais par contre, je vais juste répondre à madame d'un point important. Elle a parlé d'écosystème. Je rajouterai le mot de co-création sans tomber dans des choses trop faciles, etc. Mais c'est vrai que depuis une paire d'années ou 3 ans, on a évolué vers l'agile. Donc le fait de ne plus partir sur je lance un projet, j'attends un résultat dans 3 ans et quand il arrive, de toute façon, il est à côté de la plaque parce que l'entreprise a évolué. Donc on est passé en agile.
On a monté les écosystèmes et vous disiez, j'irai pas chercher chez IBM la même chose que dans la start-up. Moi, je dirais, mais si, on va vous proposer quelque chose ensemble. Oui. Et on a des scale zones, notamment, pour aider justement la start-up à discuter avec l'entreprise pour résoudre un problème. Et on va le faire en mode co-création sur des plateaux communs avec le client. Donc ça, c'est tout à fait fondamental et vous avez raison, la crise a accéléré cette prise de conscience et cette nécessité. Pour faire votre point sur votre question sur les GAFA, je parlais tout à l'heure du lien social qui a été effectivement développé par ces outils et heureusement qu'ils étaient là. Et néanmoins, la question qu'on peut se poser par rapport à ces réseaux sociaux, c'est dans des cas de malveillance ou dans des cas de mauvaise gestion, si jamais ils venaient à finalement être défaillants, qu'est-ce qui se passerait ? Et là, je reviens sur, là aussi, ce que disait madame, sur garder des alternatives. C'est-à-dire, oui, il y a les réseaux sociaux, mais il faut aussi que les systèmes d'information et que les outils de communication puissent appuyer sur d'autres choses pour avoir d'autres alternatives. Et comme dit l'autre, à partir du moment où une entreprise commence à avoir plus de 90% de parts de marché, ce qui est le cas de Google sur les moteurs de recherche, il y a une petite alerte à tout de même lancer. Philippe Sageot, Catherine Hardy disait tout à l'heure, effectivement, et rappelait la nécessité d'accélérer la digitalisation pour toutes les entreprises. Mais est-ce que là, le défi, c'est pas de l'accélérer et en même temps de garder la force du capital humain, quoi ? Faut pas les lâcher en route. Philippe, est-ce que vous voulez répondre d'abord ou... Allez-y, Catherine. Je vais répondre juste quelque chose qui est simple, mais vous avez raison, c'est extrêmement important. Vous parliez de 500% de croissance sur votre produit de jeu, parce que finalement les gens sont formés. Mais chez nous, dès le lendemain du confinement, 98,5% des gens étaient en télétravail, puisque les autres étaient sur site pour répondre aux clients qui avaient besoin de câblage et de choses spécifiques. Et en fait, on s'est énormément formé. On a profité de cette fenêtre aussi pour se former. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le mantra de notre président, c'est il faut que tous les jours, vous passiez 1 heure à vous former. À la vitesse où vont les choses, si on ne fait pas ça, effectivement, les professionnels n'arriveront pas à suivre, nous-mêmes n'arriverons pas à suivre. Et dans ce cas-là, vous avez raison, on peut mettre tous les outils du monde qu'on veut, on ne sera pas résilient. Ouais. Catherine Hardy ? Oui, moi je partage, je dis toujours à mes équipes, ne courez pas après la technologie, elle va plus vite que nous. Donc en fait, l'idée, c'est pas de courir après, c'est de se dire qu'est-ce qu'on en fait, comment on l'utilise, quels sont les usages de nos clients de ces technologies et comment nous, on adapte nos services et notre proposition de valeur à ça. Parce que parfois, on peut être, quand on travaille, moi je travaille dans une équipe qui porte des sujets d'innovation, d'expérimentation, on peut être un peu aveuglé par la technologie. La technologie, elle doit pas aveugler, elle doit éclairer. Donc c'est là-dessus qu'il faut être malin et en effet la formation c'est un atout clé de se dire tout ce que je sais un peu c'est que je ne sais rien en matière de technologie, je dois tout le temps me former, m'informer, continuer à travailler, continuer à regarder les choses de façon différente et ne pas m'arrêter, ce qui peut être parfois une tentation quand il nous tombe quelque chose sur la tête comme le confinement, parce que je pense que on n'était pas tous très ravis de rester chez nous, même si certains ne sont pas beaucoup restés chez eux. C'est quelque chose quand même qui assomme et qui aurait tendance un peu à faire peser une chape de plomb et on se dit, on s'arrête, on se met sur nos acquis, on consolide, etc. Voilà, je reviens un peu sur la notion d'alternative, mais ça, je pense que c'est vraiment important et les patrons portent ça, cette vision stratégique de dire, et demain le monde, il s'arrête pas là. Je crois pas tellement à une histoire de monde de demain, de monde d'après, de monde différent. Je pense que ça se serait vu dans d'autres crises bien plus importantes que le XXe siècle a traversé. Il y a 80 ans, oui. Voilà. Je crois pas à ça, mais il y aura forcément un monde avec. On va forcément se préparer, on va forcément penser les choses différemment. On va être un peu plus près. Et puis la crise qui arrivera demain, elle sera pas la même, elle sera différente. Mais voilà. Donc ce besoin en permanence de se former, de partager. Je pense que c'est certainement un sujet que vous avez abordé ce matin avec le management. La vision stratégique, c'est aussi la vision de l'engagement des collaborateurs. Alors, et donc, comment... Allez-y, pardon, je voulais... Non, je dis c'est intéressant justement cette question de l'implication, parce que vous rappeliez tout à l'heure que le Lean permet à des organisations d'être plus agiles, mais il implique l'implication, si je puis me permettre, de chacun dans l'amélioration. Exactement, ouais. Oui, d'ailleurs, c'est l'un des principes du Lean, il y a 5 grands principes. Et l'un des principes fondateurs, c'est l'implication et la responsabilisation. Et on part du principe où l'amélioration ne se fait que avec les gens qui sont sur le terrain, qui utilisent le processus tous les jours. Et qu'eux qui savent ce qui va et ce qui ne va pas.
Et donc c'est vrai que sur cette question de la formation, alors nous on boit du petit lait en ce moment parce que c'est l'industrie, la formation, c'est parfait. Mais en fait, nous ce qu'on s'est rendu compte, alors j'ai écouté une statistique ce matin qui disait que la France en était plutôt mieux sortie des autres pays d'Europe sur la partie formation dans les écoles. Bon, alors on a un fort écosystème EdTech, French Tech, ce qui peut-être a aidé sûrement. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce besoin de formation, en fait, en France, on se forme une fois, on finit ses études et en gros, les entreprises, on forme un petit peu, mais pas beaucoup, quoi. On s'auto-forme, etc. Là, on a vu que c'était ultra important de tout le temps se former, donc on parle de long life learning, et pas juste de finir ses études et puis ensuite on y va, quoi. Et donc, ça, c'est encore plus intéressant dans un monde contraint, où il faut être très créatif, du coup il faut sortir un peu de sa zone de confort et se dire ah, tiens, est-ce que je peux tester des choses, des grands groupes qui se rapprochent de petites entreprises, des choses qu'on faisait avant qu'on le fait moins ou on le fait différemment, se recentrer sur l'humain parce qu'on se dit qu'en fait la technologie apporte pas grand-chose, c'est une surcouche en trop, ou typiquement pour les réunions en visio, là c'est intéressant. Donc il y a tout un axe de formation qui est ultra important, c'est clair. Catherine Lardier, on va parler d'un public, mais que vous connaissez bien aussi, Philippe Sageot, c'est les DSI. Quel rôle là ils ont à jouer dans l'élaboration des nouvelles stratégies des entreprises ? Mais moi, je pense qu'ils ont un rôle majeur. Alors, je pense qu'ils ont raté un virage, qui est le virage du Chief Digital Officer, qu'on a connu il y a quelques années. Il y a très peu de DSI ou très peu de gens issus de l'informatique qui ont embrassé ces métiers dans les grands groupes. Et je pense que c'est dommage. Donc là, ils ont une carte à jouer. Je pense qu'ils ont une carte à jouer. Ouais. Alors évidemment, là, ils ont la carte de la réussite opérationnelle parce que la prod a suivi, quoi. Voilà, la prod a suivi. Voilà, tout de suite, ça marchait très bien, ça marchait très vite. Oui, Philippe Sageot, allez-y, on essaie. Allez-y, Philippe. Excusez-moi, non, je suis désolé, étant à distance, je ne veux pas vous couper. Mais effectivement, je pense que il y a un autre phénomène qui vient se rajouter à ça. Donc il y a le Chief Digital Officer, on dira, et puis il est apparu aussi des patrons du numérique il y a là aussi 4-5 ans, qui sont plutôt allés sur le travail de la donnée en complément de l'informatique. Et en fait, on voit que ces deux éléments fusionnent aujourd'hui. On ne fait plus système d'information sans partir de la donnée. Il n'y a pas une informatique de gestion et puis une informatique opérationnelle, etc. Et donc il y a un vrai défi pour ceux qui sont en charge de l'ensemble finalement, à la fois du système d'information, donc je dirais de la production, quelle que soit l'organisation de l'entreprise, mais aussi de tout ce qui est autour avec le numérique, qui est souvent resté au stade de proof of concept, de test, alors qu'aujourd'hui il faut passer à l'échelle. Il s'agit bien de transformer les métiers et non pas d'apporter un goodies à côté. Et il y a un rôle fondamental qui est porté par ces gens qui gardent et qui vont prendre encore plus de responsabilités dans cet aspect de résilience, puisqu'on voit que ça soit ce que je disais, la supply chain, le CRM, la sécurité, ou tous ces systèmes finalement fondamentaux pour la survie de l'entreprise sont de la responsabilité du DSI. Et donc, bien évidemment, dans les entreprises qui s'en sortent, je dirais le mieux, on voit souvent que cette personne-là est rattachée au plus haut niveau. Parce qu'elle a besoin d'être très près de la stratégie et de la comprendre et de la mettre en œuvre. Mais Catherine Lardier, est-ce qu'ils sont formés pour être au centre de l'élaboration de la stratégie ? Vaste débat. Alors, je voudrais pas me fâcher avec mes amis DSI, surtout que je les aime beaucoup. Donc, je pense que c'est un peu générationnel. Il y a eu, je pense qu'ils ont il y a eu longtemps un complexe des DSI de prod. En fait, on vient me voir et on ne parle de moi que quand ça ne marche pas. Et ce qui est assez vrai, voilà, il y a souvent des confusions, on confond l'informatique et la micro-informatique. Enfin, tous les informaticiens qui peuvent m'écouter, ils savent qu'à Noël, on leur pose des questions sur le petit ordinateur du petit cousin, mais c'est pas ça leur métier. Donc je pense que là, on est à une période charnière, à la fois générationnelle, parce que la technologie, elle a envahi le monde. Le logiciel dévore le monde, c'est pas de moi. Donc de toute façon, ce sont des éléments clés du dispositif. Peut-être encore plus qu'il y a 20 ans. Les gens qui arrivent sur ces fonctions clés aujourd'hui, ils ont ces compétences, ils ont cette vision stratégique. Ils font équipe avec des gens de marketing, avec des gens de stratégie. C'est-à-dire aujourd'hui, ça ne marche plus toute seule une entreprise. C'est-à-dire que on fait une équipe avec l'IT. Moi, je viens du marketing. On fait une équipe avec le marketing, on fait une équipe avec l'INO, on fait une équipe avec la stratégie, on fait une équipe avec le commerce. Et on ne réussit que parce qu'on fait équipe. Donc oui, la génération qui arrive, elle prend ces sujets à cœur. Elle va avoir besoin de se former
parce que là aussi, tu parlais tout à l'heure du low-code, mais on dit aujourd'hui c'est le triomphe du développeur versus le chef de projet il y a 20 ans, et puis on commence à dire oui, mais on est en train de fabriquer des choses pour que on n'ait plus besoin de coder, que voilà, donc il y a de l'assemblage qui arrive. Enfin, voilà. Donc c'est des professions qui doivent se remettre en permanence en question, et je pense que oui, les DSI qui arrivent aujourd'hui et qui sont DSI aujourd'hui, ils ont cette préoccupation quotidienne. Je rajouterais quelque chose à ce que Philippe a dit. Il y a le CRM, il y a la data, etc. On va être confronté aussi, et les DSI vont être confrontés aussi à un sujet de transformation majeure, qui est les transformations des outils internes. Parce que beaucoup de jeunes collaborateurs ont une maîtrise des outils et parfois des outils plus performants chez eux. Et ce qu'on appelle le BIOD, le Bring Your Own Device, ça peut poser des problèmes de cybersécurité. Voilà, ça angoisse un peu les RSSI. Donc de toute façon, ils sont à la fois tournés vers la vision stratégique de ce que veut devenir l'entreprise, de comment elle développe ses services demain, comment on outille les collaborateurs. Oui, dans l'urgence, le télétravail, voilà, nous aussi, on a outillé tout de suite, on a été tout de suite avec des qualités de service formidables, on a été vraiment géniaux. Mais demain, on a aussi d'autres questions à se poser sur les usages de nos clients, les usages de nos propres collaborateurs. Et moi, je pense que voilà, c'est une belle opportunité. Alors, quand je dis les DSI, c'est pas que les directeurs, c'est les directions informatiques, c'est-à-dire c'est pour ces équipes qui sont souvent dans la contrainte, dans la soute. Moi, une fois, j'avais dit aux équipes chez nous, l'innovation, on brille, mais on brille que parce que vous êtes dans la soute et que ça marche. Et donc voilà, et donc cette capacité à sortir de la soute, elle est très importante en ce moment, et je pense qu'il faut capitaliser sur cette dynamique. Et en même temps, si on regarde à l'aune du Lean, encore une fois, Julien, est-ce que la place des DSI, elle est vraiment centralisée dans une direction unique, ou est-ce qu'elle n'est pas mieux finalement répartie dans tous les métiers, au plus près des utilisateurs finaux? Alors, c'est vrai que ça va dépendre de son secteur d'activité, mais c'est vrai que moi, quand j'ai quitté l'industrie, donc les grands groupes, il y avait encore ce noyau, c'était l'informaticien qui venait dépanner les ordinateurs, et puis il venait dépanner comme il pouvait, et souvent c'était décentralisé, c'était une société extérieure qui venait aider. Et finalement, maintenant, on redilue tout ça à l'intérieur. On se dit que du coup, alors c'est un peu à l'image de la qualité. Il y a 50 ans, avant, il y avait 2-3 personnes de la qualité. Puis après, on a créé des services et tout le monde doit être omnibulé par la qualité de service. Et donc finalement, je pense que l'informatique, ça va faire un peu la même chose. Ça va arriver directement. Nous, en mode start-up, forcément, ils sont tous digital natifs, donc ils sont tous envie et besoin. On est obligé d'avoir les meilleurs outils, les dernières licences, les derniers ordinateurs qui tournent bien. Malgré tout, c'est vrai que après, quand on voit le pan de l'industrie, par exemple, c'est vrai que du coup, il y a du retard, l'utilisation n'est pas forcément bien faite, l'outil informatique, le matériel informatique, les serveurs, les datas. C'est pas adapté. C'est pas super adapté, voilà. Mais il y a encore un peu de boulot, Bon, il nous reste 2 minutes 30. Philippe Sageot, j'aurais voulu, compte tenu de votre fonction en charge du programme métropolitain, que vous nous parliez aussi de la stratégie des territoires, forcément, et de la place du numérique dans cette stratégie. En 1 minute, 1 minute 30, vous pouvez nous pitcher ça? Oui, mais je vais le faire surtout par rapport à la résilience, parce que effectivement, l'autre aspect, c'est la résilience des territoires. Alors là encore, et surtout, ne vous méprenez pas sur ce que je dis, le numérique n'est qu'un outil. C'est pas lui qui va gouverner les territoires. Voilà, quand on parle d'intelligence artificielle, on va plutôt parler d'humain augmenté que d'intelligence artificielle. Et effectivement, on a vu que les crises se sont succédées, des inondations, des feux, Et là aussi, le numérique est un outil qui va aider au premier niveau, anticiper et prévoir. On l'avait fait et on l'a réalisé à Rio, par exemple, pour pouvoir prévoir à 72 heures en avance ce qui va se passer sur 1 km² de la ville lorsqu'il y a d'énormes pluies et des glissements de terrain, ce qui permet aux maires d'évacuer une zone, alors qu'avant, ils pouvaient seulement dire aux gens de se barricader. Et aussi réagir de façon coordonnée plus vite dans la crise avec un même outil. Et on a déployé des plateformes, par exemple en Indonésie, après le tsunami, qui permettent à tous les acteurs d'avoir la même donnée, la même information au même moment pour aller plus vite. Puisqu'on sait que dans un moment de crise majeure, gagner 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, c'est fondamental. On va sauver des vies. On va sauver aussi des millions qui ne seront pas nécessaires pour revenir à l'étape d'après. Et un autre exemple, à Dijon, par exemple, vous savez que Dijon est une des smart cities en pointe en France depuis maintenant 2 années. Dijon, qui avait mis des capteurs pour un certain nombre d'objectifs, a décidé, avec l'arrivée du Covid, de les réutiliser
pour mieux piloter les bâtiments publics, pour éviter que les gens du personnel public aient à se déplacer et mieux savoir ce qui se passait dans la rue, les attroupements, etc. Voilà un exemple de comment on aide finalement à anticiper, prévoir et mieux agir en temps réel dans la crise. Julien, juste pour terminer et pour dire un mot de la Seven Shapes Green School. Green School, ah oui. C'est ça, vous allez aider les entreprises, là aussi dans leur stratégie de basculement vers la transition énergétique. Ouais, on va réutiliser notre simulation et puis là, au lieu de tenir son entreprise à atteindre les indicateurs sécurité, qualité, coût sur 10 minutes, là, il va falloir emmener son entreprise de 2020 à 2050 avec des objectifs CO2, bien-être, trésorerie, etc. Avec, du coup, on va essayer de donner les outils pour tenir jusqu'à 2050. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à tous les trois. C'était très intéressant, très instructif. Merci. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi ce débat. C'est pas terminé. On se retrouve nous ici sur ce plateau dans une demi-heure pour aborder le thème de la prévoyance environnementale. On parlera d'ailleurs de ce qu'évoquait Philippe Sageot, la prévention des risques naturels notamment. Mais pour l'instant, on retrouve Clément Lessort sur son plateau pour un nouveau One to One.